Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait quelques temps que je vous ai pas amené visiter de ruines de château fort. Donc dans cette vidéo, c'est ce qu'on va faire. On se trouve en Alsace, dans le département du Haut-Rhin, à proximité des communes de Egisheim et de Usseren. D'ailleurs, on dit Usseren-les-Châteaux. Et puis, on va donc non pas avoir une ruine, mais 3 ruines. Les ruines des châteaux d'Usseren-les-Châteaux, qu'on appelle aussi les châteaux d'Egisheim. Il faut remarquer qu'on suit un sentier du club vosgien, balisé par le club vosgien avec un rectangle jaune. En l'occurrence, ce rectangle jaune, pour le club vosgien, c'est le GR 532. Vous allez voir donc la direction des 3 châteaux. Puis vous allez voir un petit symbole rouge là. C'est des créneaux de château. Ce symbole, donc, c'est le balisage du chemin ou du sentier des châteaux d'Alsace. Donc c'est un sentier qui chemine à travers l'Alsace et vous fait visiter, je crois, 80 ruines de châteaux. Pour faire cette balade, on va s'aider de la carte de IGN 3719 OT. Alors là, je chemine vers les ruines des 3 châteaux du Seren, ou 3 châteaux d'Egisheim. Juste avant, je suis passé par la ruine du château de Hollenbourg. J'ai pas fait de vidéo sur ce château. Ce sera l'occasion d'en faire une autre fois, mais je ne trouve pas un grand intérêt. En tout cas en ce qui concerne sa ruine. Aussi déjà un aperçu des ruines de ces 3 châteaux. Alors on les voit bien là, mais on n'y est pas arrivé, hein. On a encore un petit peu de marche. Et quand je commence à retirer le zoom, voilà, on se rend mieux compte de leur situation dominante au-dessus d'une vallée, la vallée alsacienne, hein, donc on n'est pas loin de Colmar. Et ce massif sous lequel sont posés donc ces châteaux s'appelle le Schlossberg, 591 mètres d'altitude. Le Schlossberg, tout naturellement Berg pour montagne, et Schloss pour château, forteresse en allemand. Avant d'accueillir un château fort, le Schlossberg a d'abord accueilli un camp préhistorique, puis par la suite, pendant l'Antiquité, a accueilli un corps romain. C'est au début du XIe siècle qu'un seigneur d'Egisheim, Hugues IV d'Egisheim, fait construire son château sur le sommet du Schlossberg. Alors Hugues IV d'Egisheim, c'était le père de Léon IX, le pape donc Léon IX, qui a donc passé son enfance dans le château qui siégeait sur le Schlossberg. Entre le XIe et le XIIIe siècle, si au départ on avait juste un château, entre le XIe et le XIIIe siècle, ce château va être légué en héritage aux successeurs donc de ce comte d'Egisheim. Plusieurs lignées d'Egisheim vont donc se disputer la propriété de ce château, ce qui va conduire finalement à la construction d'autres édifices qui font qu'aujourd'hui on se retrouve avec les ruines de 3 châteaux. On se trouve à présent sur site. Vous pouvez constater qu'on n'est pas vraiment le même jour que le jour où j'ai filmé le début de cette vidéo. Tout simplement, ce jour-là, il y avait beaucoup trop de monde sur le site des 3 châteaux pour pouvoir expliquer tranquillement, sereinement, une histoire qui en plus est plutôt compliquée. En chemin, je vous ai un petit peu raconté l'origine de ce site, hein, son histoire ancienne. Il faut savoir qu'au gré donc, des successions des Egisheim, les différentes lignées se sont disputées la propriété de cet endroit, ce qui a conduit ce genre de dispute à la construction de 2 autres édifices, 2 autres châteaux de part et d'autre du château central, d'où l'existence aujourd'hui des vestiges de 3 châteaux. On se trouve au sud-est du château du Wallenbourg, on peut voir son entrée. Et là on est donc du côté du logis du seigneur. Alors, tout au-dessus c'était effectivement le niveau donc, du palace, des appartements des seigneurs. En dessous on va trouver ce qu'on appelle la salle des chevaliers, donc les appartements des chevaliers. Et puis en dessous on aura donc à l'époque trouvé tout ce qui est locaux dédiés aux serviteurs. On peut voir que donc, ce logis est juste collé au donjon qui se trouve derrière. Et puis on va rentrer visiter, on va marcher dans ce qui reste de ce château du Wallenbourg, qui n'est quand même pas très grand. Avant d'entrer dans le château du Wallenbourg, on peut voir qu'à
au pied de son palais, hein, on trouve les restes d'une chapelle. C'est la chapelle Saint-Pancrace. Je vous disais en début de vidéo que le fils Duc IV, fondateur de ce château, est devenu par la suite le pape Léon IX. Et c'est ce pape Léon IX qui a consacré la chapelle Saint-Pancrace. On rentre dans le château. Une belle porte voûtée. Hein. On peut voir ce qui reste du niveau inférieur. Et puis à l'occasion d'une restauration, un escalier en bois a été installé pour faciliter la visite et donner accès donc au château du Daxbourg qui est derrière. Là on voit la base du logis. Alors, on peut voir qu'il est fermé aujourd'hui. Fut une époque, on pouvait y rentrer et accéder par une passerelle en bois et puis rejoindre le donjon. On voit pas bien là, mais on avait accès à l'entrée du donjon par là-haut. Voilà, on rentre, on va trouver le puits au pied du donjon. Le donjon là-haut. Puis quand on va ressortir, on va tomber sur les restes d'un fossé. Hein. Et puis l'accès au Daxbourg, donc, dont on voit le donjon là-bas. Quand on passe sur le versant nord du donjon du Wallenbourg, j'ai un petit peu escarpé, je fais attention, je mets les pieds. On va pouvoir aller derrière ce donjon. Puis on va voir que voilà, on pourrait accéder à l'intérieur, mais c'est sombre, donc c'est creux, hein, entièrement creux, il n'y a plus de plancher à l'intérieur, les différents niveaux ont disparu. Mais là c'est un petit trou creusé qui permet l'accès à ce fameux donjon. Je me trouve entre le donjon du Wallenbourg, à ma gauche, et son logis, à ma droite. On peut voir que c'est pas très large entre les deux. C'est l'occasion de regarder de tout près. On voit bien là ce que c'est qu'une pierre à bossage. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc ces bières sont de cette forme là, c'est pas du jean-foutisme, hein, ça a un aspect esthétique et défensif. Petite vue quand on ressort du Wallenbourg. On voit toujours le donjon du Weckmund, le plus récent de ces trois châteaux. On se trouve à présent dans le château du Daxbourg, le plus au nord des trois châteaux. Celui-là a été construit en 1147 et puis 50 ans plus tard il était déjà attaqué par le frère de l'empereur Habsbourg. Donc là on est en plein centre du château. En face de nous on voit ce qui reste du logis, hein, du palace. On peut voir des pierres de corbeau qui démarquent l'emplacement ancien d'un plancher. Au-dessus de ces pierres de corbeau on voit deux petites colonnes. Voilà. Ça c'est ce qui reste d'une cheminée dite à colonnette. À la mesure où ce logis était équipé d'une belle cheminée comme ça, on imagine donc qu'il s'agissait du logement du seigneur. Il ne reste pas grand chose de ce logis, hein. Et on peut voir donc, en tournant un petit peu, et on voit le regard, ce qui reste du donjon du Daxbourg, un donjon carré, hein, puisqu'on est en 1147, 12e siècle, on est sur du donjon carré. On voit des pierres dites à bosselage, qui avaient pour effet d'un peu briser les boulets, les catapultes qu'on pouvait envoyer sur le mur. Alors là, il n'y a plus que 3 murs sur ce donjon. Et derrière, si on passait, on verrait qu'il est éventré. On verra tout à l'heure une autre vue de ce donjon, on verra sa porte. Voici une vue sur le versant sud-est du donjon du Daxbourg. Je ne sais pas si on voit bien ici. On voit donc à la hauteur où se trouvait la porte, hein, et puis on voit au-dessus deux pierres de corbeau qui devaient soutenir peut-être un poste en bois avec son plancher au-dessus de la porte. On se trouve dans ce qui reste du Weckmund. Alors ce château là il date du XIIIe siècle. Il a servi de poste avancé pour les deux autres. Mais on peut quand même voir quand on s'en approche, on va y aller. Alors, il ne reste pas grand chose, hein. Il reste la tour carrée, le donjon. Un peu de
de son mur d'enceinte. On trouvait collé à ce château une tour ronde qui servait donc à emprisonner, la tour des prisonniers. Voilà, donc on voit les pierres à bossage et on voit qu'il y a quand même au moins une voire deux meurtrières quand on passe de l'autre côté, dirigées vers les deux autres châteaux. Et ça c'est lié à l'histoire du site. C'est lié à l'histoire du site dans la mesure où, au gré des querelles de succession, hein, les occupants de ce château étaient plus ou moins copains. Donc si ce château de Vekmund a servi de protection aux deux autres, il a pu aussi servir à les surveiller, voire même à les attaquer. Pas grand chose à dire sur ce Vekmund. On voit mieux le donjon hein, d'ici. Donc là encore un trou a été creusé à sa base pour qu'on puisse aller voir à l'intérieur, mais on y verrait juste un grand vide de forme carrée, hein, il n'y a plus aucun plancher à l'intérieur. Qu'en-est-il de la fin de ces trois châteaux? On va me dire, durant la guerre de 30 ans, détruits par les Suédois ou les troupes de Louis XIV ensuite, comme la plupart des châteaux du coin. Et en fait il n'en est rien, ce château était détruit plus tôt, en 1466, à l'occasion de la guerre des Sidoniers. Alors qu'est-ce que c'est que la guerre des Sidoniers? C'est une guerre, on va dire, civile hein, à l'échelon local. Mulhouse à l'époque était une république, depuis le XIVe siècle, hein, depuis 1353, quelque chose comme ça, qui fonctionnait avec un maire élu. Elle faisait partie d'une décapole, une confédération plutôt commerciale avec assistance militaire minimum, ce qui ne plaisait pas forcément aux seigneurs du coin. La tension entre les nobles locaux et les habitants de Mulhouse ne date pas du déclenchement de la guerre des Sidoniers. C'est 22 ans plus tôt lorsque les habitants de Mulhouse prient leurs nobles de quitter la ville, leur reprochant leur soutien dans un conflit, leur soutien aux Armagnacs. Là on va en parler, c'est une autre histoire. Donc en 1466, cette tension latente va exploser à cause d'un meunier, sous prétexte d'un meunier, monsieur Hermann Klee, un meunier qui reproche à des habitants de Mulhouse de ne pas lui payer 6 deniers pour un travail qu'il lui avait commandé. Alors il est plutôt de mauvaise foi parce que dans un premier temps ses créanciers lui proposent un arrangement, il refuse, il joue au Calimero et quand on lui envoie quelqu'un pour payer ses 6 deniers, il fait le fantôme de manière à ne pas être remboursé. Alors, les nobles locaux en profitent pour déclarer la guerre à Mulhouse, venir se payer, et puis ça déclenche donc la guerre des Sidoniers. Mulhouse est dans un premier temps abandonnée par les 9 villes qui composaient la décapole, la confédération commerciale dont elle faisait partie. Elle n'est pas aidée par ses partenaires commerciaux. Elle va donc se tourner vers la Suisse, les cantons suisses de Berne et de Soleure, qui lui dépêchent des troupes qui vont lui permettre de résister aux assauts des nobles. Alors cette guerre va durer 2 ans. Plusieurs rebondissements. Mulhouse sera dans un premier temps, on va dire, un peu victorieuse, puis assiégée par les nobles qui ont réussi à relever une armée conséquente, puis de nouveau aidée par un gros contingent suisse, jusqu'à 7000 soldats qui viennent donc lever le siège. Les nobles ne veulent pas les affronter et prennent la fuite. Et c'est l'empereur Habsbourg qui va mettre fin à cette guerre en 1468, et puis un dommage de guerre devrait être payé par les nobles à la ville de Mulhouse, ce qui va forcément ne pas en faire des copains dans les siècles qui vont suivre. C'est donc dans ce contexte que ces 3 châteaux sont détruits. Keisberg et Turkheim, des villes de la décapole qui dans un premier temps n'avaient pas aidé Mulhouse, finissent par prendre les armes dans la première année de la guerre, viennent attaquer ces 3 châteaux. Ces 3 châteaux vont être détruits par ses habitants de Turkheim et Keisberg. Et puis pour la petite histoire toujours, dans ce château, parmi les gardes se trouvait Hermann Klee, le meunier opportuniste, qui a mieux fait de prendre ses 6 deniers Esther, parce que à l'occasion du sac de ces 3 châteaux, il sera d'abord on va dire transpercé par un coup d'estoc, et puis pendu. Comme ça on est sûr qu'il est mort, et il n'avait qu'à pas déclencher cette guerre. Derrière moi, le donjon du Dagsbourg. Là-bas, le donjon du Wallenbourg. Et là-bas, le donjon du Vekmund. C'est sur cette dernière vue que je termine cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis je vous dis à une prochaine. Voilà. Voilà.
Viens mon titi. Allez, retourne là. Allez, là. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ses tripes.